Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Letao, Guildmaster et Lead Data Engineering et IA dans un cabinet spécialisé dans la data et la transformation data, notamment dans l'IA. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une façon qui est vraiment high level sur les 7 étapes clés pour transformer votre POC GenAI en succès industriel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait de passer tous les POC IA, GenAI notamment, jusqu'en prod. 30% des projets GenAI vont à un succès. Donc on a 70% de pertes actuellement sur les projets GenAI. Ça vient de BFM Business, c'est pas moi qui l'invente, c'est pour vous donner la source. Et donc nous, on a développé une solution, une trame, qui, si vous mettez tout ça en place, vous assure réellement de savoir à chaque étape si vous allez plus loin ou non. La GenAI, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de pertes d'argent. Donc avant ça, je vais vous rappeler un peu le workflow d'un bot GenAI, qu'est-ce qu'il doit faire absolument, et pour être sûr que le cas d'usage que vous cherchez, il va bien sur ce projet-là. Donc on a une compréhension de la question de l'utilisateur avec un LLM, un Large Language Model, une extraction via un LLM des bons chunks, c'est-à-dire des bons types de texte de la knowledge base qui est simplement une base de données vectorielle en fonction de la question et l'historique de conversation. Après, ce dernier va faire une auto-évaluation de la pertinence de ce qu'il a récupéré pour filtrer ou non s'il n'y a pas d'hallucination sur ce qu'il a récupéré. Et ensuite, une réponse donnée qui va permettre d'avoir la réponse qu'on connaît tous, par exemple avec ChatGPT. Donc ça, c'est le workflow vraiment spécifique qu'on va avoir avec un bot GenAI, d'accord? Si vous n'avez pas ça, si votre use case ne comporte pas ce genre d'informations, ne comprend pas toutes ces étapes-là, souvent l'étape auto-évaluation est mise de côté car elle apporte un petit budget en plus. Et si vous n'avez pas toutes ces étapes-là, la précision de votre bot sera non efficace par rapport au use case et vous n'irez pas plus loin que le prototypage, par exemple. Passons à l'étape 1 pour vraiment vous assurer de passer à la partie industrielle. Estimation de la valeur produit. Ça paraît bateau, mais estimer la valeur sur un cas d'usage d'une solution technologique innovante et changeante, c'est pas forcément simple. Donc on va pouvoir estimer la valeur par exemple sur du call RH ou de la question RH, on peut le faire carrément en chronométrant la personne qui doit répondre à un mail face à une réponse via un chatbot et on va voir que ce temps gagné RH amène de la valeur ou non. On ne parle pas de remplacer l'humain, on parle de simplement lui permettre d'avoir plus de temps pour des choses à plus de forte valeur ajoutée dans son poste. Donc ça, c'est une façon d'estimer la valeur. Mais la valeur, ça peut être autre chose. Un bot qui va savoir comment réparer tel moteur ou pas dans des sociétés industrielles, la valeur est plus compliquée à trouver. Est-ce que vraiment l'utilisateur a besoin d'avoir cette information-là pour gagner du temps, pour prouver qu'il va réparer plus vite ou non? Là, la valeur est plus compliquée à avoir, mais on peut la trouver. Donc, estimation de la valeur, c'est très important. Étape 2, ça c'est très très souvent oublié. Si vous avez un point à retenir, c'est ça. Création d'un golden dataset. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en phase de POC, vous avez besoin de savoir les questions vraiment qu'on veut savoir, que le bot va avoir comme question, et qu'est-ce qu'il doit répondre. Et on ne parle pas de façon juste textuelle. On ne parle pas de l'information qu'il va donner. Ça peut être aussi la structure de la réponse. Imaginons que vous faites un bot qui va servir au système d'achat de votre entreprise. Il faut peut-être une structure, c'est-à-dire, premièrement, tu passes par le formulaire pour savoir ce que tu veux demander. Deuxièmement, si ça ne va pas plus loin, tu as telle personne à contacter. Troisièmement, sinon, tu vas directement au guichet demander. Ce genre de choses, c'est une structure de réponse qui est important d'avoir et on va l'avoir dans le Golden Dataset. Le Golden Dataset, si vous le mettez tout de suite en phase de POC pour valider votre POC, vous allez pouvoir ensuite le faire vivre pour le prototypage, pour le MVP et pour la prod. C'est l'élément essentiel pour après, car vous allez discuter avec les end-users ou le business ou le requérant du bot. Très important le Golden Dataset. C'est ça en plus qui va faire vivre un petit peu l'idéation de use case et faire comprendre au requérant qu'au final, ce qu'il a besoin, ça va un peu plus loin. Qu'il a besoin, d'une structure de réponse. J'ai besoin d'avoir ceci, cela dans ma réponse. J'ai besoin forcément d'avoir un mail. J'ai besoin que ce soit pseudomisé les noms des personnes dans la réponse. Et c'est en faisant avec le Golden Dataset qu'on s'en rend compte.
Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on bypass ça, on met tout de suite une interface GenAI avec un bot, et ensuite on fait ce golden dataset a posteriori. C'est la mauvaise pratique. C'est-à-dire que vous avez déjà dépensé des ressources, vous avez déjà dépensé du compute architectural informatique, et vous avez déjà beaucoup dépensé d'argent alors qu'il faut le faire en amont. Ça, très important. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir aussi? C'est qu'en créant, le business va créer ses questions et les réponses attendues, il va se rendre compte qu'il va avoir besoin de la deuxième étape, qui est un taux de précision du bot. Ça, c'est très important. Vous allez le matérialiser aussi dans le Golden Dataset. Et après, vous allez pouvoir vous dire, j'ai besoin de quoi? De 80% de taux de précision par rapport à ce Golden Dataset. C'est-à-dire, si je pose la même question sur le bot que j'ai créé, est-ce que je vais avoir 80% d'informations correctes par rapport à ce qui est attendu dans le Golden Dataset ou pas? Et donc ça va dépendre forcément du use case, le taux de précision que vous avez besoin. On a besoin aussi dans l'étape 4, c'est très important, l'acculturation. C'est tout nouveau, c'est un système complètement nouveau et donc avant la GenAI, on s'habituait à une interface d'outils toujours différente. Microsoft Word, il y a plein d'outils, il y a un menu, il y a des boutons. Excel, c'est pareil. Et chaque outil, on s'adaptait. Maintenant, c'est plus le cas. Avec la GenAI, on doit adapter l'utilisateur à un style d'outil. Le fait de converser, et comment le faire. Et ça, c'est important parce que la réponse aussi est probable. C'est-à-dire que le fond est là, la forme est changeante. Et ce système d'acculturation est très important pour aller jusqu'à l'industrialisation de votre projet et bien faire comprendre ça aux end-users. Alors ce travail-là, il est temporaire. Hein. Il est pour faire comprendre à tous les utilisateurs ce qu'il faut maintenant utiliser et comment l'utiliser. Dans un an, il n'y aura plus besoin de faire cette étape-là parce que tout le monde sera acculturé à la GenAI. L'étape 5, c'est l'analyse de la donnée brute. Alors, on dit souvent qu'on met les PDF, on met tous les fichiers non structurés et les data et ça fonctionne. C'est absolument pas vrai dans la réalité. Il faut absolument vérifier la donnée brute pour savoir si le LLM, le modèle qu'on veut utiliser, est pertinent ou non. Il y a des modèles qui sont faits précisément pour du multilanguage ou pas. D'accord? Par exemple, Mistral est très fort pour le français parce qu'il est entraîné sur du français. Claude 3.5, par exemple, ou ChatGPT sont plus sur de l'anglais. Donc, ça va avoir un énorme impact sur les questions que les utilisateurs vont poser et les réponses qu'on va recevoir. L'étape 6, donc le choix du modèle, comme je vous disais, et aussi le prompt engineering. Tout ça, ça découle du Golden Dataset. Hein. Le prompt engineering, qu'est-ce que c'est? Ça va être une encapsulation de la question d'utilisateur pour l'éviter de toujours poser les mêmes conditions pour la réponse. Exemple, si je dois avoir une structuration de réponse à chaque fois, on ne va pas demander à l'utilisateur final de spécifier toujours sa structure de réponse. Il va juste poser sa question, on va lui faciliter le fait de converser avec le bot. Et ça, on va le faire dans le prompt engineering. Exemple, le prompt engineering va pouvoir de lui-même créer des emails de façon en hallucinant les emails. On peut très bien le verrouiller en disant non, tu ne le fais pas ça. Et si on lui impose pas, il va peut-être le faire. Et ça, on va le mettre dans le prompt engineering. Comme ça, l'utilisateur n'aura pas à le penser à chaque question qu'il va poser. OK? Et l'étape 6, donc quand on a évalué la raw data, on va forcément, oui ou non, mettre en place un ETL, donc Extract, Transform and Load. On va chercher la donnée où elle est et on va créer une base de connaissances avec cette étape-là. Ça, c'est du data engineering qui existe de façon classique sans la GenAI, mais de plus en plus, quand je discute avec des data scientists ou des chefs de projet ou dans les data scientists, qui se rendent compte que la donnée initiale mise comme ça, sans vraiment d'extraction précise, d'ossérisation, n'est pas pertinente pour les knowledge base et que ça devient le besoin de cette année. Donc là, on a vu les 7 étapes. Je voudrais faire un point sur le système d'évaluation. Donc le taux de précision est très important. On l'a vu avec le Golden Dataset qui va permettre de savoir vraiment le taux de précision. Et donc, il y a un système, il y a des outils qui existent, donc qui sont comme l'outil Ragas, d'accord? Et cet outil-là, donc je vous laisse lire, et moi je vais plus loin dans l'outil Ragas, ce sont des métriques 0,7% d'accuracy, 0,2% de confiance. Tout ça, c'est imbuvable pour le business ou pour le end user. Donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est le dernier point, c'est ajouter un LLM as a judge qui, lui, a pour fonction de faire comprendre quand
a créé un bot, on va utiliser le Golden Dataset pour savoir si nos réglages sont conformes aux attentes du business. Au lieu de lui présenter des métriques data science, on va lui présenter le retour du LLM as a judge qui, lui, va se caler sur ces métriques-là, va rejouer l'évaluation et va donner une explication textuelle qui va dire oui ou non, la précision est conforme et pourquoi elle l'est et pourquoi elle ne l'est pas. Ça va vous permettre, en plus de ça, de continuer à faire une boucle dans votre POC ou dans votre prototype pour améliorer votre Golden Dataset. Donc, je résume. Vous avez une récupération du besoin business pour connaître le taux de précision. Vous avez votre Golden Dataset. Et à chaque nouvelle fonctionnalité, vous allez faire tourner le Golden Dataset sur des outils comme Ragas. Et vous allez ensuite mettre à la sortie de ça un LLM as a judge qui va expliquer réellement pour le business et pour aussi vous, vraiment pourquoi ou non c'est correct selon lui. Donc ça, un LLM as a judge, c'est quelque chose qui est fait maison souvent. Il en existe, Entropy qui a fait Claude en a créé un, mais très souvent on est obligé de le reprendre pour lui dire suis bien ces structures, pseudonymise bien les informations des clients ou anonymise les informations des clients. Voilà ce que je peux dire. Donc ça, c'est très important. Et donc après, si c'est pas bon, bah vous répétez ce cycle-là d'évaluation et vous pouvez l'incorporer dans de la CI/CD. La CI/CD, c'est ce qui permet à chaque feature, à chaque fonctionnalité que vous allez ajouter. Donc, vous allez changer le prompt engineering, vous allez rajouter des informations très importantes ou non, ou lui demander d'être plus précis ou plus verbeux ou moins verbeux en fonction de l'utilisateur. Si c'est pas le cas, vous allez recommencer avec le business, etc., etc. Donc, ces étapes-là sont très importantes pour aller plus loin. Donc là, tout ce que je vous dis là, ça paraît beaucoup pour un POC. Un POC, ça doit être fait 5, 7 jours, voire un mois grand maximum avec toutes les réunions. Mais c'est hyper important pour la suite. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas le Golden Dataset dans le POC, il faut qu'il y ait à peu près 100 questions dans un POC, dans un Golden Dataset, donc 100 lignes. C'est très peu, mais ça permet tout de suite de montrer que tous ces systèmes d'évaluation mis en place. Après, vous allez arriver en prototype. En prototype, souvent, les utilisateurs, les requérants ont accès à l'interface et vont pouvoir tester. S'ils commencent à dire que on n'est pas bon sur la précision, on n'est pas bon sur ceci, on n'est pas bon sur cela, vous, factuellement, vous avez un Golden Dataset, vous avez des outils d'évaluation, vous avez les specs. Le Golden Dataset, c'est la spec qui va vous permettre de dire, selon ce qu'on avait fait en POC, on est conforme. Vous voulez aller plus loin? Très bien. On met à jour le Golden Dataset, on refait des réglages et on voit si on est toujours sur votre bon niveau de précision. Donc, c'est vraiment un fichier qui va suivre et qui va vivre tout au long. Pour vous donner une ordre d'idée, en POC, on a 100 questions. En prototype, on va avoir 200 à 300 questions. Et en MVP, on va avoir plus de 1000 questions dans le Golden Dataset pour s'assurer que tout se passe bien. La précision d'un bot change tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a un ajout de base de données, il peut halluciner ou pas. Donc, on va devoir réévaluer, savoir si tout se passe bien. Dès qu'on va rajouter une simple phrase dans le prompt engineering, c'est-à-dire qui encapsule la question, le bot peut faire des comportements différents. Si vous changez le LLM, le bot va avoir des comportements différents. Et il y a aussi le comportement de l'utilisateur qui peut influer sur la précision. C'est-à-dire, soit vous faites un bot pour de la conversation, c'est-à-dire avec de l'historique, soit vous le faites sans historique. Ça va être en fonction du cas d'usage. Donc, tous ces réglages-là, qui sont une petite partie infime de ce qu'on peut faire, ont une importance sur la précision. Donc, c'est très important de backer vos projets sur la précision du bot et être sûr que quand vous avez des retours positifs ou négatifs, vous pouvez l'expliquer. Voilà. Les logiciels qui sont souvent utilisés chez nous, ce sont LangChain, LangGraph. On utilise forcément Python. LangChain, c'est pour faire du RAG et du bot conversationnel statique. LangGraph, c'est pour faire de l'IA agentique, donc ce qu'on appelle les agents IA. Donc tout ce que je vous dis là fonctionne à la fois sur du RAG ou sur de l'agent. Il n'y a pas de différence, c'est ça qui est très important. On utilise RAGApp pour l'interface POC, c'est-à-dire pour montrer tout de suite comment on peut implémenter, comment ça répond. Avec du Streamlit App aussi, on peut le faire. Donc là, on est sur deux interfaces facilement implémentables à moindre coût. Évidemment, on est sur de l'open source. On a DeFi qu'on est en train de finir de tester et d'implémenter en ce moment. Et on utilise souvent Claude 3.5 Sonnet pour la phase de POC. Le LLM, donc c'est le Large Language Model, il est utilisé, il est choisi pour les data scientists. Et c'est eux qui le choisissent et nous, après, d'autres équipes l'implémentent.
Donc voilà, un petit rappel pour vous, la valeur en 1, le Golden Dataset en 2, l'évaluation en 3, l'acculturation au business, regarder les raw data si elles sont correctes, faire du prompt engineering et mettre l'ETL en avant. Voilà pour moi, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.